Bonsoir à tous. Merci d'être fidèles et très nombreux, particulièrement nombreux pour cette conférence que nous allons avoir le bonheur de passer en la compagnie de Michel Makinski. Michel, je crois savoir, sans bien vous connaître, et je remercie d'ailleurs notre présidente Maryse Wieser de nous avoir mis en contact, mais que vous êtes un spécialiste reconnu, j'allais dire presque un praticien de la République islamique d'Iran, qui, comme vous le disiez en aparté avant que nous nous rencontrions, fait l'actualité à de nombreux égards. Donc, nous sommes absolument ravis de vous laisser la parole pour une trentaine, une quarantaine de minutes. Et puis, par la suite, nous aurons le bonheur d'interagir et de poser toutes les questions que nous souhaitons poser. Comme j'ai pu vous le dire également, ne vous inquiétez pas. Donc, je demande aux camarades, aux auditeurs, aux participants de bien vouloir poser leurs questions s'ils en ont dans un premier temps pour vous laisser parler et la primeur des interactions, sans vous interrompre via le chat. Et puis, comme à l'accoutumée dans nos conférences, je me ferai un peu le grand mamamouchi de ces échanges en laissant la parole à chaque fois que possible, bien sûr, aux intéressés. Hein, à tout seigneur, tout honneur. Je précise que j'ai le bonheur d'administrer ces conférences, que nous en avons déjà eu certaines qui pouvaient porter sur cette région fascinante et riche, que je suis moi-même professeur à ESCP et à Sciences Po, particulièrement concerné par les questions géopolitiques. Merci beaucoup, Michel. Nous sommes ravis de vous accueillir et nous vous laissons la parole. Merci beaucoup de votre accueil très indulgent. Je sollicite l'indulgence sur un sujet qui est épouvantablement compliqué, un épouvantable sac de deux. Ma présentation sur moi-même, je vais être court. Je vais peut-être commencer par dire ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un universitaire, encore moins un militant. Je suis un homme d'entreprise. J'ai exercé pendant 35 ans à la direction juridique d'un grand groupe industriel. Et parallèlement, j'ai mené une carrière d'analyste en 2012, j'ai créé une entreprise qui a eu le bonheur de conseiller pendant 6 ans, c'est-à-dire jusqu'au rétablissement des sanctions par Trump, un grand groupe du CAC 40 qui fait un petit peu de pétrole à ces moments perdus et un certain nombre d'autres groupes. Et je continue à suivre ce pays dans lequel je suis allé un certain nombre de fois, d'une part, avec le MEDEF, dans le cadre des missions du MEDEF, et notamment la première, qui a été ce gros succès qui a marqué le tournant du retour des entreprises françaises dans ce pays, avec plus de 150 entreprises, et ensuite un certain nombre de fois où j'ai accompagné un certain nombre de groupes, et enfin également, je crois que c'est important, comme d'aide touriste, puisqu'on ne connaît pas un pays si on n'a pas traîné ses guêtres, le nez au vent, les mains dans les poches pour le sentir. Ce qui est assez terrible avec l'Iran, c'est un peu comme au Galeries Eiffel, il se passe tous les jours quelque chose. Et là, on est gâtés, tous les jours, il se passe quelque chose. Et donc, on va essayer de clarifier, parce que quand nous regardons nos médias préférés, nos blogs préférés, on est enseveli à la fois d'infos, à la fois d'intox, pardonnez-moi l'expression, et aussi d'informations surtout contradictoires. Donc, on va essayer de se donner pendant ces 30-40 minutes quelques points de repère. Le titre de la conférence était un peu les enjeux, quels sont les enjeux et défis de l'Iran. Et ce que nous allons voir, c'est qu'ils sont de 3 ou 4 natures, mais surtout qu'ils sont entremêlés. C'est-à-dire, on commencera par la situation économique, il faut rappeler, ensuite la situation politique et sociale, qui va nous amener gentiment, évidemment, les choses étant liées, vers la posture extérieure, avec les énormes bouleversements qui sont en cours. Le premier d'entre eux, je ne vous surprendrai pas, étant l'accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite du 10 mars dernier. C'est un bouleversement majeur sur lequel il va falloir insister, puisqu'il dépasse de très loin le cadre iranien. Et bien sûr, le point sur le débat nucléaire, les négociations avec l'Agence internationale de l'énergie atomique,
les rapports avec les quelques grands acteurs qu'on connaît, le point d'interrogation Israël, qui est un gros point d'interrogation, et évidemment la question délicate de l'attitude américaine qui oscille entre différentes options, devant d'ailleurs d'autres acteurs comme la Chine, la Russie et d'autres. Donc on va essayer de mettre un petit peu de, non pas d'ordre, mais donner quelques fils conducteurs pour voir où on en est. Commençons, si vous voulez bien, par l'économie. Alors, je ne vous apprendrai rien du tout en disant que l'Iran est dans une crise économique majeure, mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, le pays ne s'est pas effondré économiquement et ne va pas s'effondrer économiquement. On parle de résilience. Alors, ça veut dire que, d'après le FMI, la Banque mondiale, malgré les avalanches de sanctions d'une part, d'autre part, la gestion catastrophique par les pouvoirs publics depuis un certain nombre d'années, le pays survit avec, en gros, cette année et l'année prochaine, une croissance du PIB qui va tourner autour de 2%. C'est pas bien, mais c'est pas non plus l'effondrement total. Comment s'en sont-ils sortis? Eh bien, on a été étonné que malgré les sanctions que connaît tous, qui bloquent les exportations de pétrole et tout le reste avec, l'Iran a réussi à produire, d'une part, plus de pétrole qu'on pensait, et deuxièmement, en exporter beaucoup plus qu'on ne le pensait. En gros, on pensait qu'avec les sanctions, l'Iran, en gros, exporterait quelque chose comme 600 000 barils jour. En fait, au début de ce premier trimestre, il a réussi à en exporter 1,3 million de barils jour. Alors, comment s'y prend-il? Comme disait le regretté Ferdinand Reynaud, il y a un truc, il y en a même plusieurs. D'abord, on sait tous, ça c'est pas un secret, que le principal client de l'Iran, c'est la Chine. Ça mérite qu'on s'arrête un peu. L'Iran achète probablement les 3/4 de la production pétrolière, et sur lequel il faut ajouter un petit détail. Les Iraniens entretiennent eux-mêmes la confusion là-dessus. Ce détail, c'est quoi? Quand on parle pétrole, on ne parle pas toujours de la même chose. Il y a d'un côté le brut iranien, ce pétrole brut qui est de pas très bonne qualité, c'est ce qu'on appelle un brut lourd, c'est-à-dire qui contient beaucoup d'impuretés, de soufre, et qui a toujours été sous-coté. C'est-à-dire, on va prendre un cours théorique de $100 le baril, il ne s'est jamais vendu au-dessus de $80 le baril. Et là-dessus, les Chinois, principaux acquéreurs depuis une éternité, ont toujours obtenu des rabais monstrueux, en l'occurrence 15%. Et c'était déjà le cas sous Ahmadinejad, c'est encore le cas aujourd'hui dans le cas du fameux partenariat stratégique entre l'Iran et la Chine. Donc, la Chine en achète beaucoup, mais elle n'achète pas que le brut. Elle achète aussi ce qu'on appelle le condensat. Condensat, qu'est-ce que c'est? En fait, quand l'Iran extrait du gaz, en même temps, il extrait un pétrole qui est, lui, de bien meilleure qualité et qu'on appelle le condensat, et qui, très curieusement, n'est pas comptabilisé dans les exportations pétrolières, mais dans les exportations non pétrolières. Alors, c'est une petite tricherie que tout le monde pratique, les Iraniens sont balisés à le faire, mais en fait, ça explique que quand on jongle un peu avec les chiffres, en fait, l'Iran exporte plus de pétrole qu'on ne le pense. Alors, comment le fait-il? Il le fait évidemment par des cargaisons plus ou moins déguisées dans lesquelles les Émirats arabes unis jouent un rôle moteur. Une bonne partie des exportations transitent par les Émirats arabes unis. Je vous rassure tout de suite, les Américains sont parfaitement au courant puisque maintenant, avec les dispositifs de surveillance électronique des pétroliers, on sait presque à la tonne près ce qui sort d'un pays et ce qui y rentre.
Et ceci va vers la Chine, et en route, ils font escale au large de la Malaisie. Et là, les transpondeurs, comme on les appelle, sont débranchés, et ils transfèrent ça sur d'autres pétroliers qui vont livrer ça à la Chine. Et la Chine nous fait régulièrement le coup de nous dire: « Ah, nous, non, non, on n'importe pas de pétrole iranien. » Plaisanter, c'est pas vrai, on voit. Eh bien, en fait, il y a un truc. Et là, le truc, c'est que les Chinois, régulièrement, alors que la Malaisie devient brusquement un énorme exportateur de pétrole qu'elle ne produit pas, eh bien, où va ce pétrole? Eh bien, il va dans des entrepôts sous douane. Comme ça ne rentre pas dans les statistiques. Et ensuite, il est gentiment convoyé vers ce qu'on appelle les teapot refineries, qui sont baptisées privées au sens chinois du terme, c'est-à-dire sous le contrôle du parti. Et moyennant quoi, ceci est bien acheminé en Chine à travers, je dirais, des rideaux de papier qui n'ont jamais trompé personne. On sait également que l'Iran exporte via l'Irak, où on met un grand coup de peinture, si je puis dire, ça devient du pétrole irakien, voilà, il y a de l'Irak, et il paraît qu'il en sort également via le Kazakhstan, vers la Chine. Alors ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, vous me direz, ça c'est bien joli, mais c'est bien d'exporter, mais il faut être payé. Et là, quand on me pose des questions, on dit: la Chine ne paye pas. Ah, c'est grotesque. Donc, la Chine paye, mais pas de la façon qui arrange les Iraniens. Les Iraniens ont un besoin cruel, urgentissime de devises, d'euros, et la Chine ne paye pas en devises. Alors, avec quoi paye-t-elle? Alors, elle paye en partie par des marchandises de fabrication chinoise de très mauvaise qualité et qui dévastent les tissus iraniennes, mais de plus en plus, elle paye par des prestations en infrastructure, puisque les Chinois construisent des kilomètres de voies ferrées en Iran. Ils font d'autres prestations d'infrastructure. Ils sont intervenus également sur la tranche 11 de South Pars, où ils ont fait quelques prestations. Et donc, ils se font payer comme ça. Alors, ça n'arrange toujours pas les Iraniens, puisqu'il n'y a toujours pas d'argent qui rentre. Et donc, nous sommes posé beaucoup cette question, comment est-ce qu'il n'y a pas un autre truc? Eh bien, on a mis le doigt sur quelque chose d'assez étonnant, tout simplement les bitcoins. Nous avons découvert il y a 2 ans, il y a eu un incendie en Iran, une ferme bitcoin a brûlé, et on a découvert à cette occasion qu'il était opéré par des ingénieurs chinois. Ça veut dire que la technologie vient de la Chine, où il y avait beaucoup de fermes bitcoin qui ont été reprises par le contrôle du parti, et la Chine est en train de constituer son yuan digital. Mais en Iran, il y a des milliers de fermes bitcoin qui servent à faire du business pour les gardiens de la révolution, pour les amis du régime, etc. Et le régime essaie de fermer très mollement ces fermes, mais tant que la Banque centrale iranienne n'a pas mis au point le futur rial ottoman digital, on laisse faire. Et donc, l'hypothèse que nous avons faite, c'est qu'une petite partie de cette résilience économique de l'Iran est aussi expliquée par du commerce via les bitcoins, qui présentent l'avantage numéro 1, c'est évidemment d'être imperméable aux sanctions, 2, d'échapper aux problèmes liés au dollar, et 3 aussi, ce qui est très important, d'échapper aux gigantesques problèmes des fluctuations de taux de change. Et ça m'amène donc, le bon côté des choses, c'est donc l'Iran s'en sort un peu mieux que ce qu'on pouvait penser. Le mauvais côté des choses, c'est que la crise économique s'est profondément aggravée, non pas véritablement du fait des sanctions, mais depuis la crise politique et sociale majeure qui découle du décès de la malheureuse jeune femme qui a été maltraitée en prison au cours de l'automne dernier. Et la crise du voile, puis la crise politique qui en a suivi,
qui devient une crise de régime, et nous allons, quand on passera de l'économie aux politiques, tenter de poser un diagnostic sur la nature de la crise, parce que là, je crois qu'il ne faut pas se tromper, a déclenché une chute vertigineuse depuis cet automne du rial, puisque maintenant le dollar s'échange contre plus de 540 000 rials. Donc, elle a perdu en quelques mois quelque chose comme 40% de sa valeur. C'est une crise majeure. Et le gouvernement ne parvient pas à maîtriser cette crise monétaire. Elle est hors contrôle. Ça a généré des mouvements dans l'administration, puisque le gouverneur de la Banque centrale a été remplacé, son successeur fait ce qu'il peut, n'y arrive pas. Plusieurs responsables économiques, y compris au niveau de la présidence, ont été remplacés. On sent un très grand désarroi de ce point de vue. Et là, clairement, la situation n'est pas sous contrôle. D'autant que le contexte économique est extrêmement préoccupant, puisque on a une inflation moyenne qui dépasse les 45%, mais pour la ménagère lambda, la situation est bien pire, puisque les biens de première nécessité, au moins une partie d'entre eux, atteint un niveau d'inflation de l'ordre de 60 à 70%. On parle là entre nous, dans le genre de votre compagnie, de chiffres, ça a l'air un peu abstrait, mais imaginez la ménagère qui doit acheter son kilo de tomates, son kilo de riz, et qui voit une augmentation de 60%. Ici, quand on est en France, dans notre beau pays, quand on a 5% d'inflation, on hurle, la CGT, enfin, vous épargnez les détails. Donc, ici, on râle pour 6%. Là, pour des biens de première nécessité, c'est du 60 à 70%. Donc, ça va très mal. Il faut le dire, c'est absolument critique. Le chômage, officiellement, touche un peu plus de 9% de la population active. En réalité, il touche, on pense, 12%, mais ça, c'est une moyenne. Mais la population jeune est beaucoup plus durement frappée, puisque on pense qu'à peu près 25 à 30% des jeunes sont au chômage ou en sous-emploi. Et comme les caisses sont vides, à la fois il y a du chômage partiel, il y a du chômage non déclaré, etc. Et on a donc une situation qui est devenue critique avec maintenant, on dirait au sein de la population, les chiffres varient, mais on pense qu'il y a à peu près 30%, 25-30% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc, la situation qui, à certains égards, n'était pas une chute, un effondrement économique, échappe maintenant, au moment où on se parle, au contrôle des autorités. Donc là, il y a, comme diraient nos amis suisses, il y a le feu au lac, il y a une situation profondément dégradée. Le pouvoir, les administrations, le gouvernement ne parvient pas à le maîtriser. Et donc, ça a un impact immédiat sur le plan politique, puisque le guide a fait un discours extrêmement important le 30 janvier dernier, qui est passé totalement inaperçu, à tort, dans lequel, pour la première fois, il a dit que la situation était extrêmement préoccupante, et il a dit qu'il faut rétablir d'urgence la croissance, point 1. Point 2, il faut investir. Point 3, il a dit il faut laisser plus de place au secteur privé. Alors, ne vous mettez pas à rigoler tout de suite. Quand on sait l'emprise croissante des gardiens de la Révolution, qui désormais contrôlent via leur société, via les conglomérats industriels de Columbia, etc., quelque chose comme plus de 75%, 80% de l'économie, plus le secteur parapublic qui en contrôle un bon 15-20% en plus, et le secteur privé, le malheureux, n'a vraiment plus grand-chose. Et donc, la signification de ce message, de ce discours, est à mon avis un tournant extrêmement important. Que veut-il dire? C'est très simple. Si
il faut à tout prix la croissance et qu'on n'y arrive pas, eh bien, ça veut dire qu'il faut s'y prendre autrement. Et ça veut dire, c'est un message absolu, à peine subliminal, ça veut dire qu'il faut une ouverture vers l'extérieur. Et ça veut dire que quoi? Le guide a donné là un signal, il opte pour envisager sérieusement des négociations nucléaires afin d'obtenir un tout petit peu d'oxygène financier, car ça devient urgent. Le message s'adresse à l'intérieur et notamment aux gardiens de la Révolution en disant « Vous avez pris une emprise excessive qui commence à me gêner. Moi, le guide, en vue de ma succession, puisque, je dirais, à 83 ans, même si la médecine fait des progrès, il n'est pas en excellente santé, mais ça fait 20 ans qu'on le déclare subclaquant. Moi, j'aimerais bien être subclaquant 20 ans, mais lui, ça commence à se gâter. Mais donc, le terme approche pour ce qui le concerne, et la course à la succession est largement engagée derrière les rideaux, elle est crânienne. Deuxièmement, les présidentielles prochaines qui auront lieu en 2025, Raisi, le président qui a été littéralement installé au pouvoir par des présidentielles où on a simplifié considérablement le choix des candidats, le conseil des gardiens a éliminé tous les candidats gênants. Donc, Raisi a été élu, mis sur son trône. Or, son bilan est catastrophique. Il est politiquement catastrophique. Et donc, il y a un signal, à mon sens, très clair du guide. Et il en a donné un autre symptôme, et on reviendra là-dessus. Il a autorisé l'année dernière le directeur général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique à reprendre des visites en Iran et à entamer une négociation avec son homologue iranien en vue de conclure un arrangement technique permettant de reprendre des inspections et le contrôle des installations nucléaires qui avaient été suspendues à la suite du refus de l'Iran de s'y soumettre, etc. Donc, on a une situation économique qui est critique et qui se double, et c'est là que je fais une transition avec la situation politique, avec une situation de crise politique majeure. L'origine, vous la connaissez, c'est donc ce qu'on a appelé la crise du voile, qui est née du décès de la pauvre jeune femme l'automne dernier, qui a donné lieu à une crise qui était d'abord cette crise du voile, où on a vu, et ça c'est la première fois, non seulement les femmes et des jeunes femmes, et surtout des jeunes filles en pointe, défier ouvertement le pouvoir. Et ce qui est plus intéressant de noter, c'est que ça n'est pas qu'une révolte de femmes, elles ont été rejointes dans la rue par les hommes. C'était très frappant de voir que les hommes étaient aux côtés des femmes, et c'est donc une population qui s'est jointe aux femmes autour des revendications liées au port du voile. Mais vous l'avez compris, on est passé d'une crise du voile à une autre crise, et elle qui est majeure, puisqu'on est passé d'une revendication liée strictement, je dirais, aux droits de la femme, etc., où le pouvoir a fait semblant de donner, si je puis dire, un peu de bourre. Le pouvoir a laissé filtrer une fausse information qui était la suppression de la police des mœurs, et en fait, non seulement elle n'a pas été dissoute, mais en fait, on assiste depuis à peu près un mois ou deux à une accélération, une reprise de la répression anti-voile par la police d'une part, mais également par toutes sortes de structures sécuritaires, et avec un pouvoir judiciaire qui a la main très lourde. Ça s'est doublé par une nouvelle forme de répression assez terrifiante et inédite, qui est une campagne d'empoisonnement qui a touché des dizaines de milliers de jeunes filles à travers tout le pays. Alors, on s'est beaucoup interrogé sur l'origine de cette espèce de pandémie où des milliers de jeunes filles dans tout le pays ont été victimes d'un malaise bizarre.
le pouvoir et l'administration a menti effrontément en disant que ça ressemble à ce qui s'est passé il y a quelques années en Afghanistan, où il y a eu une panique psychologique chez des jeunes filles qui ont toutes eu des malaises, et en fait, les gentils talibans ne leur avaient rien fait. Bon, Bisson. En fait, on commence à penser d'abord qu'il y a eu dans des établissements scolaires des projections de substances toxiques sous forme, j'emploie le terme technique, d'aérosols. En l'occurrence, les analyses qui ont été faites ensuite n'ont pas permis de trouver trace dans le sang des filles de substances toxiques avérées. Et tout ça s'explique tout simplement par le fait que, contrairement à une intoxication par ingestion, dont on retrouve la trace dans le sang, dès que les fenêtres ont été ouvertes pour aérer, le geste naturel, mais qui est tout à fait fatal à toute expertise dans ce genre de choses, eh bien, les produits toxiques se sont évaporés, dispersés dans l'atmosphère. Ce qui fait que le gouvernement a eu beau dire qu'on n'a pas trouvé de traces de substances. En fait, il y a eu des dispersions de toxines à des doses infralétales. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu, heureusement, de décès, ni même de choses très graves. Mais il y a une certitude absolue que ça a été une campagne d'empoisonnement. Par qui? Et ça, c'était la grosse question, qui prodest crimen? Il commence à y avoir un début de consensus chez les analystes pour dire que c'est une sorte de groupe qui est infiltré au sein des appareils sécuritaires, qu'il s'agisse des Basij, cette espèce de milice de supplétifs et de militants qui d'habitude s'occupent de moucharder les gens ou de faire de la répression que même les gardiens de la Révolution ne veulent pas faire, et également au sein des gardiens. On attribue à un groupe idéologisé qu'on appelle le Ansar et Hezbollah, qui est un groupe de fanatiques qui est infiltré dans les différents appareils sécuritaires. Et il y a quelques indices, mais évidemment, ces gens ne laissent pas de preuves derrière eux, ne sont pas complètement idiots, de penser que c'est ça. Donc, pourquoi ces gens ont-ils fait ça? C'est tout simplement pour frapper un grand coup et terroriser les filles qui sont quand même, et les jeunes étudiants qui sont en pointe dans le mouvement anti-voile. Ce qui nous amène à dire et aller plus loin, quelle est la nature du mouvement qui s'est élargi, auquel on assiste maintenant, depuis plusieurs mois. On est passé d'une crise du contestation contre le voile à ce qu'il faut appeler une crise de régime. Il est important de regarder attentivement dans les slogans, dans les manifestations, quelles sont et quelle est la cible. Et ça, c'est très important. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne voit pas beaucoup de slogans mettant en cause les gardiens de la Révolution, ni même les Basij. Il y en a, bien sûr, mais ce n'est pas la cible principale. La cible spectaculairement évidente des manifestants, c'est, d'accord, les libertés pour les femmes, mais la cible, c'est le clergé. Le clergé et le guide sont la cible majeure de la population. Et ça, je crois qu'il faut qu'on s'attarde une seconde là-dessus, car c'est très important. Nous assistons en fait au ciblage du maillon faible de la République islamique. Pourquoi le clergé? Pourquoi le clergé est-il un maillon faible? C'est le paradoxe iranien, dans une théocratie, c'est-à-dire un régime sous le principe du velayat yefaki, c'est-à-dire le gouvernement guidé par un principe religieux supérieur à tout critère et exercice par les religieux sous la direction du guide. On est dans une théocratie, dans un pays où les mosquées sont vides. Il suffit de se promener en Iran, et c'est spectaculaire, en dehors des grandes célébrations comme Ashura, etc., vous allez dans une mosquée, elles sont régulièrement vides. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un divorce entre la population et le clergé. Et ce qui est très important,
ce divorce est structurel, c'est-à-dire qu'il ne date pas des derniers mois ou de l'année qui vient. Ça fait des années que l'acceptation du clergé décroît spectaculairement. Et nous en avons une preuve matérielle. Aux élections législatives de 2016, les avant-dernières, pour la première fois, le clergé a atteint son plus bas niveau historique depuis l'histoire des élections en Iran, puisque 16 religions étaient élues. C'est le plus bas niveau historique. Et l'humiliation suprême, il y a eu un élu de moins que de femmes, 17. Et les religions ont été tellement humiliées qu'il y a eu une manœuvre. On a fait annuler l'élection d'une femme qui avait parfaitement gagné son siège pour tenter de laver cette élection. Et aux élections suivantes, donc de 2020, il y a eu une trentaine d'élus religieux, mais en fait, le résultat était identique puisque, comme on dit en Iran, une main divine a donné un petit coup de pouce pour remonter les résultats. C'est comme chez nous quand on remonte les résultats du bac, quand c'est vraiment trop mauvais. Et là, il y a eu 15 ou 16 élus en plus du résultat réel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très clairement que le clergé s'est effondré dans la population. Et on le voit très bien dans l'attitude de l'Iranien lambda. L'Iranien lambda ne supporte plus le clergé. Ça relève de l'urticaire. On parle beaucoup ces derniers mois des gestes d'incivilité où vous voyez des gens bousculer un religieux et lui faire tomber le turban. Ça, c'est récent, mais ça fait des années qu'il y a des actes d'incivilité et de défiance à l'égard des religieux. Quand l'Iranien lambda regarde la télévision et qu'il voit un religieux, il zappe. Donc, on est dans une crise de régime en ce sens qu'il y a une contestation radicale du clergé qui peut aller très loin, puisqu'on est en période de présélection du successeur du guide et les enjeux sont très gros. Les hauts dignitaires du clergé à Rome, etc., même très conservateurs, lancent des cris d'alarme en disant notre avenir, nous, clergé, est en jeu. Ça se présente très mal pour nous. Et ça se présente d'autant mal que, contrairement à ce que pensent beaucoup d'analystes, il y a en réalité un conflit d'intérêts entre les gardiens de la Révolution et le clergé. On le voit très bien, même au plan économique. Les gardiens de la Révolution sont souvent en concurrence pour des marchés. Par exemple, les fondations contrôlées directement par le guide sont parfois en concurrence avec le conglomérat Khatam al-Anbiya des gardiens de la Révolution. Et donc, là où je veux en venir, c'est que si jamais on devait avoir une crise qui atteignait un degré supplémentaire de la remise en question du pouvoir, les gardiens de la Révolution n'hésiteront pas un seul instant à sacrifier le clergé. Et ça, il faut bien comprendre. Alors, comment est-ce qu'ils feraient? Eh bien, ils ne feraient pas nécessairement, je dirais, un coup d'État constitutionnel, mais ils s'arrangeraient pour faire désigner comme successeur du guide une marionnette entre leurs mains qui botterait gentiment dans leurs mains. On n'en est pas encore là, mais il faut garder ça en tête. Ce qui est certain, c'est que la cible, le maillon faible de l'appareil décisionnaire du pays, c'est le clergé et qui est durablement menacé. Alors, à quoi assistons-nous? Je vous ai dit une crise de régime. Et la question que tout le monde se pose, quand on a vu toutes les déclarations autour de la constitution d'une opposition extérieure, j'insiste, c'est de dire, assistons-nous à une révolution? Et là, il est très important de poser un diagnostic. Vous vous souvenez de l'appui du président de la République, Emmanuel Macron, à des jeunes femmes de l'opposition extérieure, disant qu'il soutenait la révolution des femmes. Il y a eu des positions prises également à la conférence de Munich, où on a mis en exergue également ses opposants. Et on a eu, y compris au niveau de l'exécutif américain, des déclarations, oui, on est derrière la révolution de ses opposants.
Eh bien, je tiens à préciser, ce diagnostic est faux, ce n'est pas une révolution. Expliquons-nous. Et c'est très important de qualifier ce mouvement. C'est un mouvement de révolte, c'est clairement un mouvement de révolte. Mais qu'est-ce qui manque pour que ce soit une révolution? Eh bien, il manque déjà des acteurs. Nous avons des gens, des milliers de manifestants qui sont dans la rue, et on a eu plusieurs milliers qui ont été en prison. Et récemment, le guide en a fait libérer un grand nombre. Et c'est très intéressant de regarder l'attitude de ces gens qui ont été libérés. Eh bien, ils présentent tous un point commun, ils sont terrifiés. Ils ont été terrifiés en prison, ils ont été maltraités physiquement et psychologiquement, et tous ces milliers de personnes qui sortent après avoir signé un engagement de, un, plus manifester, deux, de se tenir quoi, et même chose pour leur entourage, c'est-à-dire leur entourage est menacé si jamais ils décident de bouger. Le pouvoir a repris d'une certaine façon le contrôle de la rue parce qu'il a joué la terreur. Et la terreur a marché, il faut le dire. Attention, le mouvement de contestation est intact. Le divorce entre la population et non seulement le clergé, mais le régime en tant que tel, il est intact. Ne nous trompons pas. Mais s'imaginer que les gens vont se serrer les coudes et vont se soulever et vont renverser, comme on voit dans un certain nombre de fantasmes, le pouvoir actuel pour les remplacer par des clones de M. François Bayrou, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas à cause de la terreur, mais ça ne marchera pas aussi parce que tout le monde ne marche pas là-dedans. Et il y a un acteur très important qui n'a pas bougé, sauf des choses assez symboliques, c'est le bazar. Le bazar, c'est tous ces groupes de commerçants, et qui sont d'ailleurs des commerçants maintenant des industriels, qui tiennent une partie de l'économie, et eux n'ont pas basculé et ne basculeront pas. Autre facteur très important, le syndicalisme. Il y a un certain nombre de syndicats qui ont bougé, le syndicat des transports, le syndicat des professeurs, et également un certain nombre de syndicats dans les raffineries, mais on n'a pas, d'une part, une couverture syndicale suffisante en Iran pour voir des choses comme une mobilisation type les manifestations syndicales qu'on connaît dans notre pays. Vous avez la CGT, Sud, la CFDT, etc. On n'a pas un pouvoir syndical suffisamment massif pour pouvoir imposer une paralysie du pays. Parce que c'est ça dont il s'agit. Le pays ne sera pas paralysé parce que les syndicats qui font des grèves, il y a des grèves actuellement, ne sont pas assez puissants pour faire basculer. Et puis, il y a une catégorie de la population qui est la catégorie, je dirais, bourgeoise un peu plus assez aisée, qui soutient le mouvement, mais qui ne descendra pas dans la rue. On entend à Téhéran, dans les quartiers nord, on entend quand la nuit tombe, des gens qui se mettent à hurler à bas le tyran, etc. Donc, ils sont derrière le mouvement, mais ça ne basculera pas dans la rue. Donc, quand vous entendez dire on assiste à une révolution, on assiste à un soulèvement, oui, une contestation du régime, une crise de régime, mais ce n'est pas une révolution. Et c'est une erreur de la part d'un certain nombre de dirigeants occidentaux d'avoir utilisé ceci. Et quand on voit l'opposition extérieure qui est paru extrêmement divisée, qu'on a essayé de rassembler de briques et de broc, là non plus ça ne marche pas. La première tentative de réunification qui a eu lieu il y a 1 ou 2 mois a déjà éclaté, et on a une opération du fils du Shah, le prince Pahlavi, qui a tenté de prendre le leadership. C'est quelqu'un tout à fait sympathique, hein, Pahlavi, mais ce n'est pas le sujet. On parle en termes de scénario politique, et qui vient d'aller en Israël solliciter le soutien qui lui a été donné évidemment illico par Netanyahou, à l'invitation d'ailleurs de la ministre en charge des renseignements israéliens, pour recevoir une sorte de bénédiction. Si vous voulez tuer un futur opposant politique, il n'y a pas mieux. Ça veut dire en clair que l'opposition extérieure n'a pas, en dehors de susciter de la sympathie, tout ce que vous voulez,
nous ne sommes pas dans un processus révolutionnaire authentique. Et ça, il faut vraiment poser ce diagnostic. On est dans un soulèvement dont on ne sait pas ce qui va devenir, mais il n'y a pas de comment dire, on ne doit pas parler de révolution. Il faut parler de soulèvement, de mouvement social, politique, sociétal, tout ce que vous voulez, avec le point faible, le clergé. Ça, c'est très important de faire ce diagnostic. Alors, je vois l'heure qui tourne. Nous avons le deuxième gros bouleversement, c'est bien sûr l'accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite. De quoi s'agit-il? Premièrement, c'est le fruit d'un long processus qui a commencé avec la bénédiction des États-Unis et l'encouragement des États-Unis par de longues tractations entre l'Iran et l'Arabie saoudite avec une sous-médiation irakienne. Les choses ont mis en gros 2 ans à avancer, et quand on est rentré dans le, si je puis dire, dans le dur, il y a un nouvel acteur qui est arrivé, sorti un peu comme un lapin d'un chapeau, c'est Pékin. Et la Chine a pris en main la négociation qui s'est terminée par l'accord du 10 mars à Pékin, où Pékin, en fait, a forcé la main des Iraniens surtout pour arriver à cet accord. Cet accord est un bouleversement stratégique majeur. Et pourquoi est-il intervenu à ce moment-là? Il est la suite d'une évolution, d'une révolution stratégique, d'une révision stratégique d'Arabie saoudite. Cette révolution, ce changement d'option stratégique saoudien, l'Arabie saoudite, qui était en conflictualité assez frontale avec l'Iran, notamment mais pas que sur le Yémen. Il y avait également ces contestations radicales de l'Iran, accusé de vouloir faire sauter tout le Moyen-Orient. Il y a eu le basculement stratégique s'est produit en septembre 2019. Que s'est-il passé en septembre 2019? C'est le bombardement par des missiles de croisière iraniens avec un complément de drones de raffineries saoudiennes. Et là, le roi est nu, si je puis dire. L'Arabie saoudite a découvert avec horreur qu'elle était vulnérable militairement, malgré les très importants dispositifs antimissiles, surtout des Patriotes, pas de dernière génération, mais les dispositifs antimissiles américains. Et là, ça a été un choc mais redoutable pour le régime saoudien, et Mohammed Ben Salman a découvert au passage que les Américains ne le suivaient pas complètement. Il y a eu, comme on dit, un retard à l'allumage dans le soutien, et là, ça a généré une révision stratégique majeure des Saoudiens, qui ont réalisé qu'il fallait d'urgence changer son fusil d'épaule. Ils ont enfin compris que l'opération Yémen était un fiasco total, un bourbier dont il fallait s'extraire, où il n'avait aucune chance de gagner quoi que ce soit, que les Iraniens, qui appuyaient à très faible coût les Yéménites, ils envoyaient quelques palettes d'armes par mer, plus ils leur fournissaient quelques missiles de croisière que les autres opéraient avec l'aide de techniciens iraniens. Il y avait quelques effectifs des gardiens d'aviation de la force Al-Quds, etc. Avec, je dirais, un investissement minimal, les Iraniens ont déstabilisé l'Arabie saoudite. Et pour bien comprendre la portée de ceci, il faut se souvenir d'une interview de Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien sous la présidence Rouhani, qui en février 2020 a déclaré à un journaliste américain un peu naïf qui demandait « Monsieur le ministre, le Yémen, pour vous, quel est l'intérêt stratégique ?» Et Zarif, à la stupéfaction du journaliste, lui a répondu « Aucun ». Et ça, c'est très intéressant. Ce n'était pas simplement un effet oratoire, c'était de montrer à tout le monde que les Iraniens avaient obtenu ce qu'ils voulaient avec un bénéfice majeur et pour un investissement ridicule. Et ceci a marqué un bouleversement complet. À partir de ce moment-là, les Saoudiens ont compris qu'il fallait négocier, que les Américains ne les suivraient pas à 100% et qu'ils étaient trop vulnérables, qu'il fallait tirer les leçons de l'échec et de l'échec du Yémen.
les négociations, en fait, à quoi ont-elles abouti ce 10 mars dernier? Elles ont abouti à remettre en vigueur 2 accords très importants qui n'ont jamais été appliqués. Il s'agit d'un accord, de 1998 et un accord qui est probablement paradoxalement le plus important. C'est un accord établissant des relations commerciales et économiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Pourquoi je dis que le plus important? C'est parce qu'on est en train de voir très curieusement que c'est probablement le volet économique qui a le plus de chances de donner résultats concrets à court terme. Le deuxième accord était un accord de 2001 censé établir des relations sécuritaires à peu près normalisées avec l'Arabie saoudite. Aucun des 2 accords n'ont été appliqués. Et là, Pékin a senti que la Chine avait des cartes en main vis-à-vis des 2 acteurs. Les 2 acteurs étaient lassés de ces impasses et en plus, Pékin savait qu'il avait des cartes aussi bien vis-à-vis de l'Iran, qui est lié par un partenariat stratégique, et que l'Arabie saoudite, puisque la Chine est devenue un partenaire de plus important, notamment, mais pas que dans le domaine énergétique, avec l'Arabie saoudite. Et donc, Pékin, finalement, a eu toutes les cartes en main pour forcer la main, pour obtenir que le 10 mars dernier, que l'Iran et l'Arabie saoudite s'engagent sous 2 mois à rétablir des relations diplomatiques. Et où on en est aujourd'hui? Eh bien, il y a quelques jours, on a appris que les Saoudiens avaient désigné déjà leur prochain ambassadeur et les Iraniens vont faire de même dans quelques jours. Et on est en train des 2 côtés de faire les préparatifs d'ouverture des postes diplomatiques. Mais ce qui est plus intéressant, si je puis dire, c'est que lorsque l'accord a été signé, il y a eu une déclaration du ministre saoudien de l'économie qui a déclaré que, tenez-vous bien, l'Arabie saoudite souhaitait investir très vite en Iran. Et ça, c'est un sacré bouleversement, parce que ça renverse tout ce qu'on peut imaginer sur la concurrence économique, l'hostilité économique entre les 2 pays, pas que sécuritaire. Et quand l'Arabie saoudite dit qu'elle veut investir en Iran, et l'Iran a tout de suite réciproqué en disant mais nous, on voudrait avoir des relations économiques et commerciales extrêmement denses avec l'Arabie saoudite, ça veut dire que des 2 côtés, la communauté des affaires n'attendait que cette occasion pour commencer à faire ce que tout le monde sait faire, c'est du business. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite parce que le premier obstacle, c'est les sanctions américaines. Et on a vite fait savoir aux intéressés qu'ils ne pourraient pas facilement faire du business. En fait, ce que l'on peut prévoir, sans grand risque de se tromper, c'est que les premières opérations vont probablement concerner l'Irak, où il va y avoir probablement un partage du gâteau qui est déjà en train de se dessiner entre les investissements iraniens et les investissements saoudiens. Les investissements saoudiens dans l'électricité, et d'ailleurs Total a été obligé de partager une partie de son contrat avec les Saoudiens, et les Iraniens dans les hydrocarbures, etc. Donc, on commence à voir se dessiner un tissu de relations économiques. Du côté iranien, il ne faut pas oublier que, alors qu'on pourrait penser que la priorité, c'était d'arriver à un accord nucléaire dont on va parler dans un instant, je vois que l'heure tourne, donc il faut laisser un peu du temps à ceux qui veulent poser des questions. On oublie une chose, c'est ceci. Raisi, le président, dans sa première déclaration, a dit que sa priorité, c'était de renouer le dialogue avec les pays voisins. Traduction, l'Arabie saoudite. Et le ministre iranien des Affaires étrangères était, comme par hasard, non seulement un arabophone, mais surtout quelqu'un qui était déjà chargé du dossier arabe au ministère avant la présidence Raisi. Et surtout, l'homme clé de toute la stratégie iranienne, et qui est quelqu'un qu'il ne faut pas quitter des yeux, c'est Ali Shamkhani. Ali Shamkhani est l'homme le plus important, à mon avis, d'Iran, à peu près après le guide. C'est l'homme qui est secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale
qui est le lieu où se décident toutes les orientations stratégiques extérieures de l'Iran. Et ce monsieur, qui est amiral de son État, présente une particularité intéressante. Il est originaire de la province arabe iranienne du Khuzestan, c'est un arabophone, et surtout, c'est le seul, il a été engagé dans toutes les opérations de reprise des relations avec l'Arabie saoudite sous Rafsanjani et sous Khatami. Et sa particularité, c'est que le seul citoyen iranien décoré de la plus haute décoration saoudienne. Et donc, c'est un interlocuteur idéal pour les Saoudiens qu'il connaît par cœur et qu'ils connaissent par cœur. Donc, on est paradoxalement, ce qui est en train de se passer sous nos yeux et à la fureur des Israéliens, c'est une certaine baisse de tension au niveau de la péninsule arabe, avec en même temps, comme dirait M. Macron, ça a déjà des effets sur le dossier syrien, puisque vous avez vu que la Syrie, l'accélération des relations entre les autres pays arabes et la Syrie commence à produire des effets. La Syrie vient d'être réadmise dans la Ligue arabe sous la pression des Saoudiens, malgré les réserves du Qatar là-dessus. On est dans un processus de normalisation, de baisse de détente, qui est un phénomène de changement majeur au niveau de la région. Le grand perdant, c'est Israël. Ça a bouleversé complètement les plans de Netanyahou, qui est fou furieux et qui brandit de plus en plus la menace d'une intervention nucléaire et de frappe contre l'Iran. Il a encore renouvelé régulièrement ces menaces et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bien que Biden et Blinken aient dit qu'ils étaient au courant des négociations avec l'Arabie saoudite, en fait, les analystes s'accordent pour dire qu'en fait, les Américains ont été un peu pris au dépourvu et que ça contrarie un peu leur plan du front anti-iranien avec Israël. Et ceci présente, en contraste avec la détente, un risque de dangerosité immédiate. On assiste à une sorte de surenchère du côté israélien sur le thème si personne n'arrête le programme nucléaire iranien, nous, on va s'en charger. Et il vient d'y avoir un certain nombre de signaux américains là-dessus. Les Américains ont participé à 2 exercices militaires consécutifs aux côtés des Israéliens sur le thème de frappe contre l'Iran. Et les Américains y ont participé en fournissant des avions ravitailleurs. Et ce qui est donc un signal assez important adressé aux Iraniens. Et plus récemment, Jake Sullivan, le principal conseiller de sécurité américain, vient de faire une déclaration il y a quelques jours dans laquelle il a dit si Israël veut indépendamment prendre une action pour mettre un terme au programme nucléaire iranien, nous ne nous y opposerons pas. Et ça, c'est une déclaration que je considère comme extrêmement dangereuse, car c'est un quasi-feu vert non conditionnel à Israël pour une intervention militaire, contrairement à la doctrine américaine classique qui disait s'il faut intervenir, ça se passera uniquement avec notre feu vert. Netanyahou avait déjà voulu le faire en 2010-11 et Obama avait dit si vous le faites seul, on vous coupe les vivres et l'assistance. Netanyahou a dit bon, on s'arrête. Et là, il y a eu un signal américain curieux. Quel est le risque les dirigeants militaires israéliens, qui sont des gens remarquablement formés, comme vision stratégique, n'ont aucune illusion sur l'efficacité de frappe sur les sites nucléaires iraniens. Ça ne ferait que retarder le programme. Mais la tentation qui existe actuellement, et je vais en expliquer la cause, chez Netanyahou, c'est d'essayer de contrebalancer comment dire, ces échecs successifs, puisque finalement les accords d'Abraham sont menacés par le début de réconciliation saoudo-iranienne, c'est de tenter de faire un coup pour finalement non pas arrêter le programme nucléaire iranien, mais mettre à genoux le pays. C'est-à-dire, en fait, les frappes pourraient viser peut-être 2-3 sites nucléaires, mais
qui seraient en fait les infrastructures énergétiques, les ports et quelques centres de décision. Il s'agirait en fait de casser le régime, de le mettre à genoux. J'étais honnêtement surpris que les généraux israéliens aient un langage aussi comme les virulents, alors que quand on les interroge en privé, car ce sont des gens sérieux, bien formés, ils n'ont en fait aucune illusion particulière sur le programme du cas iranien. Ils savent que, il y a même, quand on les interrogeait en privé il y a quelques années, ils disaient qu'Israël pourrait très bien vivre avec un Iran doté de la bombe. Ça n'est pas une menace existentielle. Donc, qu'est-ce qui a fait changer l'attitude des géants israéliens? C'est qu'il y a une nouvelle menace militaire iranienne, et celle-ci est très sérieuse. Ce sont ces fameux missiles de croisière. Israël a découvert avec horreur que malgré le fait qu'elle dispose des systèmes antimissiles les plus perfectionnés du monde, qui arrêtent entre 95 et 98% des projectiles de toute nature, Israël est vulnérable parce que l'Iran a fait un saut technologique avec les missiles de croisière en étant capable d'associer l'effet frappe dure et surtout l'effet précision des missiles de croisière, contrairement aux missiles balistiques, associé à l'effet saturation des drones et des roquettes. Si on ramène ça, par exemple, au centre nucléaire de Dimona, en Israël, si vous avez une efficacité antimissile de 95 ou 98%, pour Dimona, c'est égal à 0. Il suffit qu'il y ait 2 missiles qui s'abattent sur Dimona ou sur une grande zone urbaine pour que ce soit une catastrophe. Ça explique la nervosité nouvelle des généraux israéliens qui parlent du nucléaire, mais en fait, ils pensent, et ils n'ont pas tort, il faut le dire, à la menace liée aux missiles de croisière iranien. Et il y a eu un général israélien qui a finalement lâché le morceau. Il a dit: notre problème, c'est que nous avons des systèmes antimissiles ultra efficaces à basse altitude, ultra efficaces à moyenne altitude, ultra efficaces à haute altitude, mais il nous manque un système de radar unique pour les trois. Et le trou dans la raquette, il est là. Et les Israéliens ont envoyé aux États-Unis du matériel pour que les ingénieurs américains, avec les leurs, travaillent à la constitution d'un système de radar unique, mais ça prend du temps. Et là, la fenêtre, elle est là. Voilà ce qui explique la nervosité actuelle. Ce n'est pas le nucléaire, c'est autre chose. Maintenant, il y a quand même des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que les dernières nouvelles sont que les négociations en vue d'un accord technique entre l'Agence internationale pour l'énergie atomique avancent. Elles n'avancent pas à grand galop, mais elles avancent. Et il y a une motivation iranienne, qui est celle qu'on a dite tout au début. Le problème, c'est qu'il ne semble pas que les Américains soient très motivés pour en tirer toutes les conséquences. Les Iraniens, en fait, n'ont qu'un objectif. Ils n'ont aucune illusion sur le retour de l'accord de 2015, le fameux JCPOA. Par contre, ils ont besoin d'un accord partiel provisoire leur permettant d'exporter un peu de pétrole et de reste pour pouvoir encaisser pendant 2 ans, parce qu'après, il y a toute chance qu'un candidat républicain succède à Joe Biden. Ils auront encaissé un peu d'argent, ils se seront fait un peu de santé. C'est ça l'objectif iranien. Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout certain que Biden, qui cultive son électorat juif parce qu'il sait que son réélection n'est pas du tout assurée, accorde une importance prioritaire à ceci. La porte des négociations, les Américains l'ont répété, n'est pas fermée, mais elle n'est qu'entrouverte. Et la priorité qui a été réaffirmée, c'est le soutien, je dirais, à la lutte contre la répression. Et donc, on ne peut pas tout faire et prioriser les négociations, etc. Donc, on est dans cette phase-là. Je vais m'arrêter là parce que pour que l'on puisse poser les questions, d'ailleurs, c'est poser les questions qui apportent des réponses, déjà le mérite de soulager. Mais donc, voilà quelques pistes de réflexion, certes un peu décousues, mais qui, j'espère, auront donné quelques points de repère. Je vous remercie. Merci à vous, Michel. Au contraire, c'était très construit, très clair. C'était également très renseigné. Donc, je pense que je me fais la voix de l'ensemble des auditeurs, mais vraiment une formidable conférence dans la complexité
de l'Orient compliqué, comme disait le général de Gaulle, vous avez une lecture très éclairante et très pédagogique. Merci beaucoup Merci Fabien. pour ces talents-là combinés. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Je vais peut-être laisser la parole à certains des auditeurs, enfin, ou en tout cas des participants qui ont des questions à vous poser. Alors, pardon, j'ai perdu le chat. Je vais le retrouver tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Le voilà. Donc, oui, effectivement, les messages se multiplient hein, à la vitesse d'un missile iranien. Donc, Didier, puisque vous avez la primeur de la question, vous avez, enfin, ou plus exactement l'antériorité de la question, si vous voulez poser la question. J'aurais eu plusieurs questions, mais je vais rester sur celle que j'ai posée sur le chat, Oui. même si les dernières réflexions de notre orateur auraient entraîné pour moi beaucoup d'autres questions. Je ne les ai pas formalisées par écrit. Elles seraient très polémiques et je ne souhaite pas le faire. Et donc je reste sur ma première question, celle qui est sur le chat et les possibilités technologiques et scientifiques de lancer une telle action chimique et ou bactériologique telle que cela a été présupposé par notre ami. Donc, oui, vous voulez parler des tentatives d'empoisonner les jeunes filles. Alors, tout à fait, oui. C'est celle-là et c'est celle-là uniquement pour le moment. Comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de possibilité de faire scientifiquement des tests puisque ça a été une pagaille généralisée, une panique généralisée. Et pour pouvoir apporter la preuve de ce que l'hypothèse qu'on a soulevée est valide, il aurait fallu qu'il y ait des gens qui soient présents pour faire des prélèvements d'air avant même que les portes et fenêtres soient ouvertes. C'est-à-dire, il fallait qu'il y ait un prélèvement en air confiné. Les produits qui n'ont pas été identifiés et qui ont été utilisés de type aérosol, selon des lois physiques assez simples, ont dû être tout de suite dispersés dès qu'une porte et qu'une fenêtre ont été ouvertes. Donc, ça rendait tout prélèvement impossible. Et il est probable aussi que les substances ont été choisies en fonction, non seulement pour ne pas causer d'issue létale, mais encore une fois, comme nous ne sommes pas en présence d'un empoisonnement par ingestion, il n'y avait pas de possibilité de retrouver la trace dans le sang. Donc, encore une fois, ce que je vous ai dit est une hypothèse. C'est l'hypothèse qui n'est pas la plus probable, c'est l'hypothèse peut-être la moins improbable. On n'a pas, si je puis dire, le smoking gun, mais il y a une généralisation des phénomènes, tant dans l'espace que dans le temps, des symptômes à peu près identiques avec des odeurs de substances qui ont été ressenties par beaucoup de gens. Ça n'est pas un fantasme, il s'est passé quelque chose et l'hypothèse que j'ai indiquée est peut-être la moins improbable. Mais c'est la vérité, on ne la connaît pas, pour être honnête, et je ne sais pas si on la connaîtra véritablement. Enfin, il y a des gens qui doivent la connaître, mais nous autres observateurs extérieurs, on n'a pas les moyens enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas le moyen de le savoir. Bien, merci beaucoup. Michel, si vous me permettez, je vais regrouper 3 questions en une parce que je trouve, en tout cas personnellement, que ces questions sont extrêmement fondées. Donc, Sylviane vous demande, alors, Sylviane, Yves et Loïc ont finalement des questions qui peuvent être regroupées sur les pouvoirs ou les soutiens du pouvoir à l'heure actuelle et les contre-pouvoirs. Loïc pose la question de mon point de vue fondé, hein, mais de mon point de vue de béotien, d'où vient la légitimité des gardiens de la Révolution, sinon du guide et donc du clergé?
Ça, c'est donc la première chose. La deuxième chose, c'est Yves vous demande quels sont de manière générale les contre-pouvoirs en Iran, même si vous en avez dressé déjà les sources et un tableau. Et enfin, Sylviane vous demande quid de l'armée? Quel est le rôle de l'armée dans ces jeux de pouvoir contre pouvoir? Alors, je vais répondre à l'envers par la dernière question. Armée, de quoi parle-t-on? En Iran, il y a deux armées. Il y a ce qu'on appelait l'armée classique, qui est issue, l'Artèche, qui est l'issue de l'armée du Shah, qui est réduite à la portion congrue, qui est tellement sous contrôle, qui sont des professionnels qui sont extrêmement surveillés et je dirais jamais une structure n'a aussi bien porté le nom de la Grande Muette. Donc, cette armée-là, qui est cantonnée à un certain nombre de champs en termes opérationnels, ils sont moins sur le Golfe Persique que plutôt sur l'océan Indien, etc. On les voit néanmoins sur d'autres champs. Ce sont des gens qui ne parlent pas et qui sont, je dirais, qui jouent la carte professionnelle. Et ils sont minoritaires, ils sont sous-équipés par rapport à la vraie grande armée qui sont les gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution, comme son nom l'indique, sont nés de la Révolution et c'était au départ une milice, et c'est devenu à la fois une énorme armée en termes de personnel matériel. C'est eux qui ont tous les investissements prioritaires avec des universités, ils ont tous des crédits sans limite. Ça, c'est le volet militaire. Ils ont un deuxième volet, c'est un appareil répressif interne. Trois, et dans l'appareil répressif, ils sont secondés par une gigantesque milice qu'on appelle les Basij, qui étaient en fait à la fois des militants, à la fois des pseudo-miliciens, des mouchards, et c'est des gens chargés d'œuvre. Et ils ont été réorganisés il y a quelques années avec une branche qui a été professionnalisée et qui, elle, directement sous contrôle de l'armée. Ça, c'est le job, c'est répression, c'est les cogneurs, etc. Et enfin, le volet économique. L'armée, les gardiens de la Révolution contrôlent un bon 50-60% de l'économie via d'abord un très gros conglomérat industriel que j'ai cité, Catamolambia, qui récolte tous les gros contrats dans le BTP, dans l'ingénierie, les infrastructures, mais aussi d'innombrables sociétés contrôlées directement ou indirectement. En gros, c'est le gros acteur économique de l'Iran, les gardiens. Donc, les gardiens de la Révolution, cette armée, entre guillemets, est à la fois une armée, la principale, idéologisée, elle, très idéologisée, mais aussi professionnelle. Deux, une milice pour le maintien de l'ordre et la répression. Trois, également un énorme acteur économique et industriel. Donc, quand on dit l'armée, si je parlais d'armée, je parlerais de la petite armée classique qui est tellement sous contrôle des professionnels qui font le boulot, etc., des braves militaires, pas très bien équipés, surveillés, etc., mal coordonnés avec les gardiens de la Révolution quand ils sont sur des terrains opérationnels, soit en Irak, en Syrie ou ailleurs. C'est pour ça que les gardiens de la Révolution, avec leur force d'élite, COTS, qui équivaut en fait à la branche armée, à la branche action de la DGSE, pour une comparaison. Voilà, donc ça c'est question. Maintenant, quand on remonte aux autres questions, ces gardiens, d'où sortent-ils? Ils répondent directement au guide. Ils sont le bras armé du guide et au sein des armées, des gardes de la Révolution, il y a le très puissant service des renseignements qui répond directement au guide et qui est en concurrence d'ailleurs avec un autre service de renseignement qui est le service de renseignement du ministère des Renseignements, lequel est supposé faire de la surveillance intérieure et qui néanmoins résiste rarement à la tentation de faire des coups à l'extérieur, notamment ils font des petits attentats, etc. Et tout ce petit monde espionne
les gens, la population intérieure, mais aussi les diasporas, etc. Au sein des gardiens de la Révolution, le clergé est présent via des religieux qui sont nommés par le guide, qui sont les envoyés spéciaux du guide, qui sont chargés de surveiller tout ce petit monde. Alors, ça, c'est peut-être le point de rattachement du clergé. Mais en fait, ils ont un rôle de vigilance politique, s'assurer que la ligne politique dictée par le guide est bien présente, et de surveillance idéologique et politique. Maintenant, les contre-pouvoirs, eh bien, je crois que les contre-pouvoirs, il y en a finalement pas mal. Il y a déjà ce fameux bazar qui est hérité de cette tradition commerçante, mais qui a opéré une mutation. C'est maintenant un vrai groupe industriel. C'est eux qui font notamment les échanges industriels avec les Émirats arabes unis, tout ce business, mais ils sont passés un peu du stade de commerçant au stade de commerçant et industriel. Et ils ont un poids très important, non seulement économique, mais ils sont aussi assez liés avec toute une partie du clergé qui n'est pas qu'ultra. Ils sont conservateurs, mais pas ultra. Enfin, ils ont des relais à travers d'un centre de structures qui sont importantes, qui représentent le vrai secteur privé, sont les chambres de commerce. La chambre de commerce d'Iran et la chambre de commerce de Téhéran, qui passe son temps à réclamer plus de place pour le secteur privé. Comme contre-pouvoir, il y a la toute bête société. La société civile en Iran vit avec tous ces jeunes entrepreneurs, hommes et femmes. Il y a énormément de femmes qui dirigent des startups. Contrairement aux gens qui n'ont jamais mis les pieds en Iran, il suffit de se balader pour voir que la génération Y et la génération Z, elle est bien là, avec dans les grandes villes, tous ces jeunes qui ont le dernier Samsung, etc. Et l'Iran est le pays des startups. Donc, on a toute cette génération entrepreneuriale très dynamique qui est ultra branchée sur Internet, qui ruse avec toutes les ruses possibles pour échapper à la censure et la surveillance Internet, malgré les perfectionnements qui sont apportés, hélas, quotidiennement à cette censure, à cette surveillance. Donc, il y a une vraie société civile. Et cette société civile, elle est descendue de la rue. Elle est descendue de la rue, et il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes. Le problème, c'est qu'effectivement, elle n'a pas les moyens de faire basculer les choses, mais elle a les moyens néanmoins d'influencer, y compris au sein des gardiens. Les gardiens de la Révolution, contrairement peut-être à ce que j'aurais pu laisser croire, ne sont pas du tout un monolithe. Chez ces gardiens, aussi bien même des officiers ou même des hommes du rang, quand ils rentrent chez eux, ils se font guirlander par leur famille, qui leur disent « tu n'as pas honte, regarde ce que tu fais de la jeunesse ». Il y a des divisions chez les gardiens, on sait qu'il y a des réunions avec des officiers qui disent « écoutez, il faudrait peut-être un peu lever le pied, on ne peut pas être aussi impopulaire que ça ». Ce qui est clair, c'est qu'il y a un divorce entre la société civile et le régime, pas que le clergé. Et les gardiens le sentent. Et donc, il y a des débats internes, et donc les contre-pouvoirs sont bien sûr la capacité de mobilisation de la population, hommes et femmes. C'est le bazar également, qui joue un rôle silencieux et efficace, mais même au sein, paradoxalement, de l'appareil répressif, au sein de ces gardiens, il y a des gens qui disent on ne peut pas laisser la population se laisser maltraiter comme ça, d'autant que moi aussi j'ai un cousin qui fait ses études en Angleterre, aux États-Unis, en Europe, etc. Donc on n'a pas un monolithe, d'où l'embarras guide et les feux verts qu'il a donnés pour démanteler les négociations. Alors les gardiens, combien de personnes? Je dirais que on pense qu'il y a à peu près un effectif entre les gardiens et les miliciens des bassistes, en gros plus d'1 million de personnes, mais de qualité opérationnelle extrêmement diverses. Il y a, pardonnez-moi l'expression, il y a beaucoup de piétailles, il y a des gens très performants au niveau, par exemple, des drones, où il y a des… Il ne faut pas oublier, l'Iran, c'est un pays d'ingénieurs, et remarquable. Ils ont des capacités technologiques, on l'a vu sur Internet. Il y a une division cyber redoutable en Iran.
qui luttent, je dirais, frontalement contre leurs homologues israéliens qui sont encore plus performants qu'eux, mais ils sont forts technologiquement sur les drones, ils sont très forts technologiquement sur le cyber, sur la marine, c'est très inégal, sur les grosses unités, ils ont quelques grosses unités, je dirais qu'il ne faut mieux pas envoyer en haute mer parce qu'elles risqueraient de couler toutes seules. Sur les petites unités rapides qu'on voit dans le golfe Persique, ça peut faire du dégât. C'est du léger, mais ça peut être méchant. Mais l'aviation est égale à peu près zéro. Ils ont quelques cercueils volants américains rafistolés. C'est pour ça qu'ils ont pressé les Russes de livrer des Sukhoi 35. C'est pour ça qu'ils livrent des drones aux Russes pour obtenir en échange les Sukhoi 35 dont il manque cruellement, ainsi qu'un certain nombre d'éléments de haute technologie russe en échange des drones iraniens qui ne sont pas du même niveau que leurs homologues israéliens ou même azéris fabriqués sous licence israélienne. Alors, je pense que on voit donc, il y a des contre-pouvoirs, c'est cette société civile qui existe. Je crois qu'il y a un certain nombre de bons analystes qui disent on oublie qu'il existe une société civile et qu'elle a divorcé avec le pouvoir. Oui. Et à l'intérieur de cette société civile, il y a les éléments dont on vient de parler. Michel, si vous me permettez, parce que on pourrait y passer toute la soirée, vous êtes à la fois un fin connaisseur et un excellent pédagogue. Peut-être, puisqu'on disait qu'effectivement, l'Iran faisait souvent l'actualité, est-ce que le retour des deux prisonniers français, il faut y voir quelque chose de purement conjoncturel ou un signal, et s'il y a signal, quel serait-il? C'est intéressant parce que j'ai sorti un papier pour vous de référence dans lequel l'Institut d'études de géopolitique appliquée sur le divorce franco-iranien. Il y a un divorce frontal entre la France et l'Iran, ce serait trop long de l'expliquer, un divorce par incompréhension mutuelle. Les torts sont entièrement partagés. Il ne faut pas être, je dirais, manichéen. Je pense que la France n'a pas compris que les Iraniens attendaient depuis des années un signal fort qui était une prise de distance politique à l'égard des Moudjahidines du peuple, le fameux mouvement qui est représenté en France par le Conseil national de résistance iranienne, qui a une énorme influence en France et en Europe, dans toute la classe politique, soit de droite ou de gauche. C'est un chef-d'œuvre de marketing politique. Il faudrait les enseigner la suite de cours à Sciences Po, comment une opération lobbying réussit, alors que ce groupe ne représente politiquement rien du tout en Iran, n'a aucun avenir politique en Iran. Et pendant des années, les Iraniens ont demandé à la France de prendre la distance. Et la France l'a toujours refusé de le faire, en avançant deux raisons, une bonne et une mauvaise. Les Iraniens disaient comment est-ce possible que, par exemple, dans ces grands rassemblements à Villepinte, on entend des gens, des Saoudiens, des Américains, des Israéliens, tout ce qu'on veut, demander le renversement du régime. On est deux pays qui ont des relations diplomatiques, c'est inacceptable, vous le devriez interdire. La France a fait à sourder et a dû répondre avec une bonne raison, mais une mauvaise. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas bougé? La bonne raison, c'est que c'est un pays de liberté et on ne peut interdire une réunion que, en vertu de notre Constitution, si il a un risque de grave désordre, trouble à l'ordre public. Et ça, c'est un raisonnement imparable. Et les Iraniens, d'ailleurs, sont parfaitement capables de comprendre. Mais il manquait une chose, et on a toujours refusé de le faire. Les Iraniens attendaient une prise de distance officielle de la France à l'égard des Moudjahidines. Alors, moi, on m'a susurré là, il m'a dit, écoutez, vous savez, vous n'êtes pas au courant des choses, on leur a dit que ce n'était pas très bien. Et ce que nous, Français, on n'a pas compris, c'est pas du tout ce qu'attendaient les Iraniens. Les Iraniens, ils attendaient une présidence publique. Parce que dans l'esprit iranien, si on ne prend pas position officiellement contre ci, ça veut dire qu'en fait, on est d'accord.
parce qu'ils n'ont pas exactement la même vision que nous, la démocratie. Ça, je ne vous apprends pas grand-chose. Mais en clair, si on ne prend pas de distance officielle, ça veut dire qu'on est d'accord avec eux. Alors, on se moquait, à l'Élysée, on a dit, Rouhani, Zarif, vous savez, on n'est pas d'accord, mais vous comprenez, on ne peut pas dire ça comme ça. Non. Et donc, ça a donné quoi? Ça a donné la tentative d'attentat à Villepinte, avec les types qui sont fait coffrer, dont il y a toujours des détenus en Belgique. Il y a une négociation en cours en vue de libération de ressortissants belges. Et nous, malheureusement, on n'est pas de cas. Alors, je vais être franc avec vous, j'étais un peu surpris de cette libération, qu'il faut accueillir comme une très bonne nouvelle, parce que j'étais inquiet, parce que je ne voyais pas de carte en main. Et donc, il y a eu ces rencontres, notamment Catherine Colonna, notre ministre, a eu une discussion avec son homologue lors du voyage à Pékin du président de la République. Et en fait, on pense que les deux ressortissants, il y a un Français et un Irlandais, un Franco-Irlandais, ont été relâchés parce qu'ils allaient très mal et il y avait un risque, ça aurait fait des ordres si jamais les malheureux décédaient. Donc, ça, c'est une explication. Par contre, je pense que, et là, j'étais très surpris, je vais être franc avec vous, il y a une déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères dans laquelle il a dit que la France fait preuve de plus de réalisme. Et ça, c'est une déclaration intéressante parce que ça veut dire que peut-être la diplomatie française, avec discrétion, et ça, c'est tout à son honneur, est en train peut-être de réviser un certain nombre de positions, car la France et l'Allemagne jouaient depuis 2-3 ans à la concurrence à celui qui sera le plus dur vis-à-vis des Américains. On faisait la surenchère par les Américains, on voulait que l'AIEA vote une résolution condamnant l'Iran. Les Américains nous ont engueulés, nous disaient, attendez, faites pas la surenchère, vous gênez notre propre diplomatie. Et en plus, ça s'est corsé avec la concurrence plus récente entre Macron et son homologue allemand, et chacun faisant de la surenchère sur tous les sujets. Et donc, on était un peu embêtés. Et là, la bonne nouvelle, c'est que non seulement il y a eu cette libération de nos deux compatriotes, et cette phrase plutôt encourageante disant que la France fait preuve de pragmatisme. Par quoi ça va se traduire? J'en sais rien du tout. Ça, même les boules de cristal ne me disent pas. Donc, je suis candidat à une deuxième boule de cristal. Par contre, je ne sais pas qu'est-ce que l'on peut espérer pour nos autres compatriotes. Il s'agit de Fariba Delka et les deux syndicalistes. Alors, les dossiers sont vides, hein, parce que si on n'est pas condamné à 15 ans de prison et après s'être fait torturer, ça veut dire qu'il n'y a rien dans les dossiers. Donc, mais je ne sais pas, honnêtement, quelles sont les cartes dont on dispose. J'espère qu'on en a. Est-ce qu'il y a une négociation conjointe avec les Belges? Il faut le souhaiter, parce que les Belges ont l'ancien diplomate, enfin l'ex-diplomate, et je crois deux des comparses en prison. Donc, peut-être, il faut espérer qu'il y aura un package, mais je suis dans l'incapacité de vous dire ce que ça peut donner. Toute dernière question, Michel, parce qu'on en prendrait encore davantage. Alors, l'Iran a toujours, c'est d'ailleurs aussi une stratégie chinoise, allumé des feux ailleurs pour qu'on s'occupe un peu moins d'eux, donc à travers le Hezbollah, par exemple, à travers un certain nombre de personnes qui pouvaient jouer et gêner les ennemis ou les alliés de la partie adverse. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu d'une relative normalisation que vous avez soulignée, mais également de tensions un peu accrues, pour parler par euphémisme, avec Israël, / potentiellement les États-Unis, quel est le jeu, si vous le connaissez, de l'Iran vis-à-vis du Hezbollah au Liban et vis-à-vis des communautés chiites? Si j'ai bien compris, je n'ai pas la certitude d'avoir raison, mais les champs pétroliers en Arabie Saoudite sont aussi
parfois sur des territoires à Minorité chiite, oui. minorité chiite. Oui, tout Voilà, à fait. donc comme ils ont ces drapeaux, ces chiffons rouges éventuellement à agiter, est-ce qu'ils les pacifient ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il y a une activation indirecte? Alors, on va commencer tout de suite par la minorité chiite d'Arabie Saoudite. Euh, euh, Contrairement à ce qu'on pense, la plupart des minorités chiites des pays du Golfe n'ont pas d'attache religieuse avec l'Iran, mais avec l'Irak. C'est très important. C'est le pôle religieux avec maintenant il commence à être fatigué, le grand ayatollah Ali Sistani, qui se distingue fondamentalement du schisme iranien par le fait que les chiites irakiens ne reconnaissent pas le velayat et faqih, c'est-à-dire en clair, ils ne reconnaissent pas l'exercice direct du pouvoir par le religieux. C'est ça la grande différence. Et paradoxalement, la plupart des minorités chiites du Golfe, qu'il s'agisse d'Arabie Saoudite, vous l'avez nommé, mais celle du Koweït, celle des Émirats, celle de Bahreïn, où d'ailleurs c'est une majorité chiite, parce que Bahreïn c'est une majorité, sont plutôt branchés, pardonnez-moi l'expression, sur les religieux qui sont ce qu'on appelle les marjas, les modèles, etc., les référents de Najaf et Kerbala en Irak. Donc, alors, même s'il y a la solidarité chiite, moi je fais partie des gens qui contestent l'usage excessif de l'expression croissant chiite. Je pense que c'est usé au-delà d'un trame, ça n'a beaucoup moins de signification intéressante. Maintenant, pour répondre plus directement à votre, le Hezbollah va pas bien à tous égards. Il va pas bien financièrement puisque les finances iraniennes vont pas bien, donc il n'y a pas de raison que celle du Hezbollah aille bien. Il y a la crise politique libanaise et il est plus que probable que le processus de normalisation entre guillemets, et beaucoup de guillemets, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran passe aussi par des engagements, j'oserais presque dire des désengagements sur plusieurs champs. Le champ Hezbollah, c'est-à-dire on se calme, on essaie de susciter le retour d'un exécutif et d'un président au Liban, et on va se calmer en Syrie. On se dirige, d'ailleurs les planètes sont en train de s'aligner, puisqu'il y a des conversations actives entre les Russes, les Turcs, les Syriens, en vue de la réintégration progressive de Bachar el-Assad dans, je l'ai mentionné, dans l'univers arabe, puisqu'ils viennent d'être réadmis à la Ligue arabe. Alors, tout n'est pas rose, mais du côté iranien, c'est une révision. Ils se sont précipités, Raisi a fait une visite éclair en Syrie, parce que il est obligé de tirer les conséquences de ceci. Et les conséquences de ceci, c'est qu'il va être obligé de diminuer, bien qu'il ait juré le contraire, et il ne peut pas faire autre chose que de jurer le contraire, le soutien militaire et les opérations militaires, mais du coup, ils vont essayer d'accroître leur emprise économique sur la Syrie pour parler vulgairement, se payer sur la bête. Il vient d'y avoir une délégation qui est là. Il y a un problème très sérieux entre ces trois, l'Iran, la Syrie et l'Arabie Saoudite, c'est comment arriver à mettre un terme au gigantesque trafic de drogue du Captagon, qui empoisonne tout le Moyen-Orient. C'est les Syriens qui ont la main dessus, mais les Iraniens et les Hezbollah ont aussi une main dessus. Mais c'est une telle ressource financière pour le régime syrien qu'il n'est pas prêt de le lâcher. Et donc, on sait qu'il y a des discussions derrière les rideaux. Mais tout ceci pour dire qu'on va probablement assister à une certaine progressive mutation de la relation militaire entre l'Iran et la Syrie vers plutôt une relation d'emprise économique. Où ils sont en concurrence avec les Russes. Car sur le contrôle des phosphates en particulier en Syrie, c'était les Russes qui jusqu'à présent avaient fait main basse sur les phosphates et ont laissé à l'Iran le port de l'attaquer pour qu'il puisse justement alimenter en armement le Hezbollah et les trafics du Hezbollah.
Donc là, on est en train d'avoir une recomposition à caractère un peu économique aussi. Le Yémen, on va avoir une baisse de régime, si je puis dire, d'intensité de l'appui militaire, mais les Yéménites ont aussi leur calendrier, eux. Ils ont le matériel qu'ils commencent maintenant à savoir utiliser, un peu comme des grands, hein, c'est devenu des grands. Et donc, on va avoir peut-être une diminution de la visibilité et de l'implication iranienne, qui on montrera peut-être plus tard, mais actuellement, on va assister probablement, le temps qu'on assiste à peut-être un semblant de constitution d'un État yéménite qui est durablement divisé en deux, parce que ça ne date pas, l'arrivée des Iraniens est postérieure à la crise yéménite, hein, tout le monde le sait. Et donc là, on va assister à une baisse de régime aussi, le temps qu'un certain nombre de choses se mettent en place. Mais je voulais rappeler quand même que, paradoxalement, c'est le volet économique entre les deux rivaux qui va peut-être être le moteur de leur rabibochage, pardonnez-moi l'expression. D'accord. Écoutez, 1000 fois merci, Michel. C'était passionnant, c'était très clair, c'était très clairement exposé. Je vais simplement lire, par exemple, les remerciements de Norbert à votre égard. Bravo et remerciements pour cette magnifique conférence. Très indulgent. Non, absolument pas. C'est très sincère et nous vous remercions tous très chaleureusement. Merci beaucoup. Attention. Et donc, à très bientôt, j'espère. Merci. À très bientôt. Merci encore. Bravo. Un grand merci et bravo. Merci beaucoup de votre attention.